Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Dans le cadre de cette autre édition de votre programme En toute franchise, nous recevons un éminent avocat d'affaires camerounais. Il est inscrit au barreau de Paris depuis 2011, bien avant 25 ans, avant d'être inscrit au barreau du Cameroun quelques années plus tard, notamment en 2017. L'invité que nous recevons a un parcours académique dense, varié et surtout qualitatif, notamment ponctué par l'obtention d'un Master of Law à la très célèbre London School of Economics et quelques années plus tard d'un Master in Public Administration à la très célèbre également Université de Harvard. Il a préalablement fait ses classes à l'Université de Paris 2 Panthéon, Assas, sanctionné par un master professionnel, Master 2 professionnel, il faut le préciser, en droit bancaire et financier. Bien évidemment, avec le statut de major de sa promotion. Notre invité a tout aussi une histoire particulière avec le mouvement associatif et l'engagement justement dans la société civile. Lui, qui très tôt, notamment en 2008, mettait déjà sur pied la fondation Mackenzie en honneur de sa défunte grand-mère qu'il affectionne particulièrement, qui ambitionnait déjà à cette époque-là encadrer et accompagner les femmes dans le milieu rural. Cet engagement associatif va se poursuivre dans d'autres segments à travers ses activités professionnelles, mais aussi à travers la mise sur pied d'une association et surtout d'un mouvement, le Think Do Tank de Okwelians, qui entend redynamiser les esprits, le mindset au sein de la société camerounaise et des sociétés africaines à travers une participation très active de la jeunesse, une jeunesse qualitative qui impacte tous les segments d'orientation du développement devenus très nécessaires de ces sociétés africaines. Son parcours qualitatif et son parcours académique lui ont d'ailleurs valu d'être coopté au conseil d'administration du GICAM, alors GICAM devenu GECAM. Pendant cette cooptation, il a également assumé la fonction de porte-parole du président du GICAM entre 2019 et 2023. Notre invité, après avoir parcouru et exercé dans de nombreux cabinets à travers le monde, a choisi de regagner son pays natal et notamment le cabinet éponyme fondé par son père en 1996, le cabinet Niem, où il officie actuellement. Il est donc avec nous ce soir. Il a choisi de répondre à notre sollicitation et dans un instant, madame, monsieur, nous allons accueillir notre invité. Vous l'avez certainement deviné, pour ceux qui ont écouté avec beaucoup d'intérêt le parcours en quelques lignes de cet invité. Il a répondu à notre sollicitation, comme nous l'avons dit, dans le cadre de cette autre édition pour un entretien en toute franchise. Maître Jacques-Jonathan Niembou est notre invité. Merci d'avoir répondu à notre sollicitation. Bonsoir, M. Ndombo. Merci de m'avoir invité. Alors, c'est une première dans les studios de Dash TV et notamment Dash Media. Tout à fait, exactement. C'est une première. Alors, nous sommes... J'espère pas la dernière. Nous sommes tout aussi honorés de vous recevoir et nous pouvons vous rassurer que ce ne sera pas la dernière. Dans le cadre de cet entretien que nous avons voulu et que nous voulons en toute franchise, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous ne souhaiteriez pas vous exprimer? Non, pas de tabou. Voilà, pas de tabou. Et ça nous arrange de n'avoir pas de tabou parce que justement l'ambition, c'est d'être en toute franchise. On a énuméré quelques points de votre parcours. Un parcours académique dense. On se rend compte que vous avez été inscrit au barreau de Paris en 2011. Vous n'aviez même pas encore 25 ans. Et lorsqu'on regarde votre parcours, un certain nombre de fonctions que vous avez occupées, au-delà de ce que nous avons cité tout à l'heure, vous êtes fondateur par ailleurs de la African Business Law Club. C'est un regroupement avec un certain nombre d'avocats dans le segment des affaires. Vous êtes très engagé dans un certain nombre de mouvements associatifs. Vous avez un parcours qui peut quand même laisser entrevoir des questions sur non seulement le timing, mais aussi la capacité à avoir fait autant de choses. Et puis on va vous poser la question de savoir, finalement, que fait exactement Maître Jacques-Jonathan Niembou? Alors, je dirais que Maître Jacques-Jonathan Niembou, comme vous l'avez dit plus tôt, c'est un avocat d'affaires.
C'est mon métier au quotidien parce que pour moi, c'est une façon de mettre le droit au service de la transformation de notre société, de la transformation de notre continent. Jacques-Jonathan Nyem, c'est aussi un enseignant parce que j'ai toujours voulu, depuis le départ, allier, je dirais, pratique et recherche. Et donc, j'affectionne particulièrement de pouvoir être au contact des étudiants. Et donc, j'enseigne déjà depuis plus d'une dizaine d'années. 2016, un peu plus. Voilà, exactement, à l'Université catholique d'Afrique centrale, la gouvernance d'entreprise. Et Jacques-Jonathan Nyem, comme vous l'avez dit, c'est un citoyen engagé voilà, qui a envie d'apporter sa contribution à la transformation de notre pays, de notre continent et du monde. Alors, vous avez, et lorsque je regarde dans mes fiches, choisi de revenir dans le cabinet familial, après avoir été une espèce de globe-trotter. On va limiter l'expression comme ça, dans des cabinets de renommée internationale, avec forcément, on va dire, une aisance sur le plan de la situation sociale. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à revenir dans le chaudron, si on peut appeler comme ça, le contexte qui est très souvent celui des économies africaines et de nos pays africains? Alors, je dirais plusieurs choses. La première, déjà, je pense que c'est un sentiment de devoir. Devoir à la fois vis-à-vis de ma famille, de ma communauté, mais surtout vis-à-vis du Cameroun. Parce que est-ce qu'on pourrait dire redevance? Vous vous sentez... Redevable, oui, parce que comme j'ai toujours coutume de dire, je suis un pur produit de l'école camerounaise. J'ai fait tout mon parcours primaire et une grosse partie de mon parcours secondaire au Cameroun. Et tout ce que je suis, c'est le Cameroun qui me l'a donné, ce sont mes parents. Et donc pour moi, il était important, normal, de pouvoir rendre à mon pays, à ma communauté, à ma famille ce que j'ai reçu. Et donc, en quittant le Cameroun, c'était déjà une évidence pour moi que le point de chute serait de nouveau au Cameroun. Ensuite, je pense aussi que de mon point de vue, au-delà du devoir, il y a aussi une dimension d'opportunité. J'ai la conviction que c'est le temps de l'Afrique, c'est le temps du Cameroun. Je pense que nous vivons en ce moment une période de grande mutation à travers le monde. On voit bien qu'il y a un rééquilibrage des forces et tout le monde se demande quelle sera la place de l'Afrique dans ce monde qui est en train de se redessiner. Et donc, pour moi, ça ouvre des opportunités pour notre continent, pour notre pays. Et donc, il fallait être sur le terrain voilà, pour pouvoir concrétiser ces opportunités-là. Alors, vous êtes actuellement président du Conseil, en tout cas, vous l'êtes du Conseil de suivi des recommandations du sommet France-Afrique depuis 2022. En quoi ça consiste exactement, cette posture? Alors, je l'ai été jusqu'à l'année dernière. Oui. Et donc, l'idée de ce conseil, c'était la mise en place par la société civile camerounaise et française, d'une plateforme qui visait à accélérer la refondation des relations entre les pays africains, en particulier le Cameroun et l'Europe. Les anciennes colonies, pour être un peu plus précis. La France, voilà. L'ambition, elle est simple. Elle est de se dire, comme je disais plus tôt, que le monde change, les rapports de force sont en train d'évoluer et donc il faut redessiner de nouvelles coopérations, de nouveaux liens d'amitié, de nouveaux liens entre les pays africains et l'Europe. Et dans cette refondation-là, nous avions, nous, société civile camerounaise, la conviction que la société civile a sa place dans cette refondation, aux côtés, bien évidemment, de la diplomatie traditionnelle et de la coopération État. Donc, l'idée, c'était vraiment de mobiliser les acteurs de la société civile de Cameroun. Les forces vives de ce segment. Exactement, pour travailler véritablement déjà à se connecter, à se former à de nouvelles façons de travailler et à influencer d'une façon ou d'une autre cet agenda de coopération, notamment autour d'un certain nombre de problématiques. Comment on est coopté pour assurer une fonction comme celle-là quand on sait combien d'éminences grises, de profils se bousculent? Vous semblez avoir toujours
la chance, ou peut-être qu'on va dire, au-delà de l'opportunité, le choix qui semble quand même... Est-ce que Maître Jacques-Jonathan Miel aurait une étoile sur le visage qui fasse qu'il soit toujours celui qui soit coopté? On vous a vu d'ailleurs pendant la visite du président français Emmanuel Macron au Cameroun. Comment on fait pour être l'élu, si on peut le dire ainsi, dans ce type de circonstances? Alors moi, je vais partir d'une recette que ma mère m'a toujours dit, c'est la clé de la réussite, c'est le travail et la discipline. Voilà, c'est ce qui, je pense, m'a porté et continue de me porter. Et vous parliez tout à l'heure de ce conseil pour le suivi des recommandations. Oui. Je pense que ce qui a justifié, notamment que mes pères me sollicitent pour pouvoir occuper la présidence de ce conseil, c'est peut-être la vision, la feuille de route que j'ai bien voulu leur proposer pour concrétiser et matérialiser cette refondation. Voilà, notamment à travers un certain nombre de problématiques clés. Parce que je crois le premier enjeu dans cette logique de coopération, c'était de la recentrer autour des défis communs. Nous voulons construire une coopération gagnant-gagnant. Pour construire une coopération gagnant-gagnant, il faut sortir de la logique de l'assistanat, de la logique de la main tendue et créer des espaces de coopération où les différents pays peuvent gagner. Et nous avons pensé que, notamment sur les questions de volontariat, parce que les questions de participation citoyenne interpellent aussi bien en Europe qu'en Afrique, sur les questions d'entrepreneuriat, notamment d'entrepreneuriat vert, nos pays et les pays européens sont interpellés, ou encore sur les questions notamment de culture, qu'il y a une vraie réflexion commune à mener et un vrai partenariat équilibré à bâtir. Et donc pendant 2 ans, c'est autour de ces questions-là que nous avons mené un ensemble d'initiatives et d'actions qui aujourd'hui, j'espère, vont se poursuivre et notamment devraient déboucher dans quelques mois en particulier sur la mise sur pied d'un institut sur l'innovation verte. Voilà, parce que l'innovation verte. Exactement. Alors, vous touchez plusieurs segments et un des segments sur lequel vous êtes très engagé est celui associatif. Vous parliez d'ailleurs de l'engagement de la société civile. On a évoqué d'entrée de cette émission votre engagement à travers la Fondation Mackenzie pour accompagner la femme rurale, l'encadrer, un clin d'œil à votre défunte grand-mère. Et puis, il y a plusieurs autres participations, le club des avocats d'affaires que nous avons annoncé tout à l'heure en langue de Shakespeare, mais il y a surtout The Oko Alliance. Avant d'arriver à The Oko Alliance, pourquoi ce champ associatif? Est-ce parce que Maître Jonathan Miel est déjà habitué à être un leader et veut toujours être un leader en rassemblant les gens? C'est quoi l'objectif derrière ce constant engagement associatif? Je pense que c'est la conviction qu'au-delà peut-être de ce qu'on peut construire pour soi, il y a toujours dans la vie d'un homme la nécessité de pouvoir transmettre, de pouvoir, comme disent un peu les anglo-saxons, avoir un héritage, une legacy pour sa communauté. Et donc, je pense que dès le départ, très tôt, comme je vous le disais, sensibiliser notamment par les actions, par l'engagement de ma grand-mère, qui était très impliquée notamment en Gambais, dans son village, auprès des communautés, en particulier des femmes. Voilà, j'ai très tôt pris conscience de cette importance qu'il y a. Elle a été pour vous une source d'inspiration, visiblement. Une grande source d'inspiration. C'était une femme très engagée, très sociale, très ouverte et qui avait toujours à l'esprit vraiment cette nécessité de pouvoir faire avancer le devenir des jeunes, le devenir des femmes et surtout construire, je dirais, un autre Cameroun. Alors, revenons donc à cet engagement autour du Think, Do, Thanks. Peut-être que dans l'expression, le libellé de ce Think, Do, Thanks, vous allez nous donner quelques éléments de compréhension. The Oko Alliance. D'où est partie l'idée? Avec quel objectif? Disons que, vous l'avez évoqué, The Oko Alliance est parti déjà, il faut le dire, d'un autre engagement. En 2010, vous avez évoqué après 2008, en 2010, on célébrait notamment le cinquantenaire d'un certain nombre de pays africains. Oui. Et avec des amis et d'autres acteurs, nous nous sommes posé la question de savoir, lorsqu'on
célébrera le centenaire. Cette fois-ci, il s'agira de parler de notre bilan. Le cinquantenaire nous donne l'opportunité d'interpeller peut-être le bilan des générations qui nous ont précédés, mais il marque aussi le point de départ pour nous de ce qui devra être le centenaire et donc notre bilan. Et donc à partir de là, ça nous interpelle sur qu'est-ce que la jeunesse, et en particulier à l'époque la jeunesse africaine, entend faire pour pouvoir transformer son continent et apporter une contribution. Quand vous dites à l'époque, il n'y a pas très longtemps, oui, j'étais dans la danse. À l'époque, c'était en 2010, aujourd'hui, on est en 2025. C'est 15 ans quand même sont passés par là. Oui. Et donc, du coup, dès cet instant-là, on a pris conscience avec d'autres de ce qu'il fallait une jeunesse non plus spectatrice, mais une jeunesse actrice de son destin et actrice de la transformation du Cameroun et du continent. Et donc, c'est à partir de là, progressivement, si vous voulez, qu'a germé l'idée, au-delà de ce collectif qui rassemblait différentes associations de la société civile, s'agissant du Cameroun, de faire émerger un espace, une plateforme, une fabrique, une pépinière qui permettrait véritablement d'engager les jeunes générations camerounaises dans la transformation durable du Cameroun. Et donc c'est ainsi qu'en 2020, c'est-à-dire plus de 10 ans plus tard, est né Okwelians. Okwelians qui vient d'un mot en douala Okwele qui veut dire apprendre, avec cet objectif d'être vraiment un think do tank qui soit un espace d'innovation sociale. Et donc, dès le départ, on s'est donné pour objectif de bâtir une communauté de leaders à travers 2 piliers. Un premier pilier qui est celui qu'on appelle le Hub. En réalité, ce sont des programmes de leadership que nous organisons à destination des jeunes lycéens et collégiens, des jeunes étudiants et des jeunes professionnels. L'idée, c'est vraiment de travailler sur un renforcement des capacités, de travailler sur du mentorat, du coaching et surtout de leur inculquer cet intérêt pour le service communautaire. Et donc aujourd'hui, c'est près de 980 jeunes que nous avons pu former à travers le Cameroun. C'est plus de 250 experts que nous avons pu mobiliser également. Et chaque année, c'est environ, par exemple, si on prend le cas des collégiens et lycéens, une trentaine d'ateliers métiers pour travailler sur les questions d'orientation académique et professionnelle. Pour les étudiants, aujourd'hui, 5 ans après, c'est environ 115 opportunités de stage qui ont pu être offertes. Donc, c'était ça déjà le pilier, bâtir les hommes. Mais ensuite, il faut aussi bâtir les idées. Et donc, c'est pour ça qu'aux côtés de ce hub, nous avons mis en place un laboratoire d'idées, donc dédié aux questions de recherche-action, orienté vraiment sur la mobilisation des données et avec un fort accent mis sur l'expérimentation. Et donc, on travaille notamment sur les questions de cohésion sociale, transformation économique et bonne gouvernance. Voilà. Nous avons eu le privilège en 2020, d'ailleurs à Berthois, lors de la première édition, de vivre quelques aspects de cette initiative de Okwelians. 5 ans aujourd'hui après, vous avez donné quelques chiffres, quelques statistiques, de façon impactante et matérialisable. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes en train de construire véritablement un résultat tel que cela a été pensé dans l'initiative en amont? Est-ce que vous le sentez à travers les actions de ces jeunes qui sont formés et de ces différents regroupements? Je dirais oui, bien évidemment, beaucoup reste à faire, mais comme je le disais aujourd'hui, Okwelians, c'est quand même une communauté d'environ 1200 personnes qui sont mobilisées non seulement au Cameroun, mais aussi à travers les continents et qui se déploient, que ce soit dans leur vie professionnelle, mais aussi dans leur engagement social pour œuvrer à cette transformation du Cameroun. Et je crois qu'aujourd'hui, que ce soit par exemple sur des questions d'employabilité, sur des questions d'éco-responsabilité, on a pu sensibiliser non seulement notre communauté, mais un ensemble d'acteurs au-delà sur l'importance de pouvoir travailler sur un certain nombre de questions. On pourra revenir aussi, par exemple, notamment sur les questions de transformation économique. Sur lesquelles on a mené divers plaidoyers. Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a une prise de conscience, il y a une dynamique
qui s'est créé. Et il y a un impact qui commence à se ressentir auprès d'un certain nombre de jeunes qu'on a pu accompagner, dont certains aujourd'hui, d'ailleurs, nous accompagnons les projets entrepreneuriaux à travers notamment le Okolians Venture Fund que nous avons créé. Donc, je pense qu'il y a une dynamique qui se crée, mais forcément, il y a encore beaucoup à faire. Peut-être qu'on reviendra sur quelques aspects de cet engagement de Okolians dans sa capacité à impacter de manière un peu plus durable et sur le long terme, avant le centenaire, n'est-ce pas, l'environnement économique du Cameroun et des pays du continent. Nous allons vous proposer le temps d'un arrêt, un reportage comme cela est de tradition dans cette émission, et juste après ce reportage, nous reviendrons à vous. Réalisation et projection économique ont constitué une partie importante du discours présidentiel du 31 décembre 2024. Pour Paul Biya, la consolidation de la croissance est une réalité au Cameroun, malgré le contexte international difficile. Nous n'avons pas été épargnés ces dernières années par une série de chocs exogènes. La guerre en Europe de l'Est, les conflits au Proche-Orient, la morosité du marché des capitaux et des matières premières, les perturbations climatiques, les tensions inflationnistes et les fluctuations des cours du pétrole ont ralenti nos perspectives de croissance. Des pesanteurs qui n'ont pas empêché d'enregistrer une croissance économique de 3,8% en 2024, avec une prévision de 4,1% pour 2025. Les statistiques livrées par le chef de l'État montrent que la courbe inflationniste décroît au fil des années, de 7,4% en 2023 à 5% en 2024, avec une prévision de 4% l'année prochaine. Cela passe, dit-il, par la stabilisation de l'économie et un point d'honneur sur l'industrialisation. Chaque jour qui passe, l'industrialisation de notre pays devient une réalité. L'ouverture dans la localité de Bipaga à Kribi de la plus grande usine de production de carreaux en Afrique centrale en constitue une preuve supplémentaire, avec à la clé la création de plus de 2500 emplois directs. Le dynamisme dans le secteur industriel s'est aussi traduit par l'entrée en service d'une 6e cimenterie au Cameroun, entraînant la baisse des prix du ciment. En perspective, le président Paul Biya annonce la création de 2 zones économiques spécialisées dans la transformation du bois à Edea et Bertois, ou encore un technopole agro-industriel à Ouassa-Babouté consacré à la production et à la transformation des céréales et autres tubercules. Le réseau routier n'a pas échappé au regard du président Paul Biya, qui déplore son état de dégradation avancé. Cette situation, vous vous en doutez bien, a un impact réel sur les activités économiques et est très souvent à l'origine de nombreux accidents de la circulation. J'ai pu vous assurer que l'état de notre réseau routier ne reflète pas les efforts et les sacrifices qui sont consentis pour sa réhabilitation et son extension. Les contraintes en la matière sont connues. Au premier rang de celles-ci, la disponibilité des financements. En guise d'annonce, la réorganisation du fonds routier au Cameroun. Pour réaliser les multiples défis économiques en 2025, Paul Biya insiste sur l'amélioration de la gouvernance. Cela passe en grande partie par la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Retour sur ce plateau avec notre invité que nous avons le plaisir d'accueillir pour cette autre édition de votre magazine en toute franchise. Maître Jacques Jonathan Niep est avec nous et dans la première partie de cette émission, nous avons fait presque une revue de manière synthétique de son parcours,
de son engagement social, mais surtout d'un certain nombre d'ambitions autour de l'activité de notre invité. Après ce reportage qui fait grande allusion au discours du chef de l'État à nos concitoyens, c'était le 31 décembre 2024, il va sans dire qu'on peut rentrer de plein pied dans la deuxième articulation, la deuxième dorsale de cette émission, qui va être consacrée aux questions économiques et sans doute au milieu des affaires. Lorsque vous avez écouté le président de la République, certainement le 31 décembre 2024, vous avez sans doute, comme nous, relevé des points sur la question du réseau routier, de l'inflation, du milieu des affaires, de l'industrialisation. Et l'avocat d'affaires que vous êtes est au centre des questions économiques et des enjeux d'investissement ou pas. Qu'est-ce que cela vous a inspiré de manière succincte? Je dirais que en écoutant le discours du chef de l'État, on se convainc et on ressent une fois de plus la résilience de notre économie, que ce soit sur cette croissance qui est soutenue autour de 4%, cette inflation qui est contenue autour de 4%, et je dirais cette paupérisation contre laquelle on continue de se battre. Aujourd'hui, il faut inscrire aussi le contexte, la trajectoire du Cameroun dans un contexte plus large qui est celui du continent africain et le mettre en perspective avec non seulement nos ambitions propres qui devraient nous situer à une croissance autour de 8%. Quand on regarde d'autres économies, la Côte d'Ivoire, on est environ le président annonce de 6,5%. Déjà, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est autour de 6,5%. Quand on parle d'inflation, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est autour de 2%. Aujourd'hui, au Cameroun, la paupérisation, c'est près de 40% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc oui, on a une économie camerounaise qui est résiliente. Je pense qu'il faudrait aussi désormais embrasser ce changement de paradigme qui nous fait passer de la résilience à la prospérité. Il y a quelques années, on est passé du DSRP, donc un document stratégique de réduction de la pauvreté, à un document stratégique pour la croissance et l'emploi. Ce n'est pas qu'un changement sémantique. Et modifié. Ce n'est pas qu'un changement sémantique, c'est véritablement un changement de paradigme qu'il faut opérer, passant de cette résilience à cette prospérité qui devrait nous amener aujourd'hui à nous interroger aussi, notamment sur des questions, par exemple, comme celle du plein emploi. Oui. Qu'est-ce qu'on fait de nos jeunes, des 800 000 jeunes camerounais qui, tous les jours, rentrent sur le marché de l'emploi? On devrait s'interroger aussi, par exemple, sur le bien-être des Camerounaises et des Camerounais. On devrait s'interroger sur notre pouvoir d'achat, notamment dans ce contexte de vie chère. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est aussi important, c'est d'opérer ce changement de paradigme, comment construire une économie camerounaise qui soit prospère, pas uniquement résiliente, mais prospère. Alors, de l'équation de la résilience à l'ambition, peut-être même obligatoire de prospérité, est-ce que vous avez l'impression que le Cameroun se donne les moyens d'y parvenir? On parlera sans doute de la question de la gouvernance. L'expert en gouvernance que vous êtes, lorsque vous observez l'évolution du Cameroun sur ces différents aspects, est-ce que le pays se donne les moyens d'atteindre cette prospérité? Alors peut-être de façon schématique. On pourrait dire que la prospérité, elle devrait se construire à travers un environnement des affaires qui soit attractif. Elle devrait se construire à travers des infrastructures qui facilitent l'initiative privée et la transformation économique. Elle devrait se faire, vous l'avez dit, à travers une industrialisation grandissante qui permet de produire de la valeur. Elle devrait se faire à travers un capital humain qui est disponible et des outils de financement qui permettent au secteur privé de pouvoir se financer. À quel niveau se situe-t-on? Donc maintenant, si on regarde ces 5 points-là, je vais prendre par exemple, si on prend le cas du capital humain, qui de mon point de vue est le plus important, parce que c'est ce capital humain qui crée l'innovation, qui produit la richesse. Cette jeunesse dont on parle, là, dont le génie, le talent aujourd'hui n'est plus à démontrer.
quelques chiffres ou un chiffre en particulier. De manière générale, on considère que les investissements en matière d'éducation et de santé devraient représenter environ 5% du PIB pour pouvoir bâtir ce capital humain. Aujourd'hui, au Cameroun, on est encore en dessous. Donc 5% du PIB, ça devrait, je pense, nous situer autour de un peu plus de 1500 milliards. Aujourd'hui, on est encore en dessous, autour de 1200 milliards. Donc il y a encore des efforts à faire. Déjà sur le plan quantitatif, mais surtout sur le plan qualitatif, parce que quand on regarde ces dépenses qui sont faites aussi, même en matière de santé ou en matière d'éducation, on peut davantage orienter ces dépenses-là vers de l'investissement productif. Donc sur la question du capital humain, il y a encore assurément des efforts qui sont à faire. On peut prendre la question, vous avez évoqué, de l'environnement des affaires. Oui. Celle-là interpelle aussi un certain nombre de sujets. Elle interpelle, par exemple, la question de la justice. Elle interpelle toutes les lenteurs administratives auxquelles peuvent être confrontés les acteurs privés dans notre pays. Elle interpelle aussi, d'une certaine manière, le rythme des réformes. Parce qu'aujourd'hui, sur les questions de foncier, sur un certain nombre d'autres sujets... Il y a beaucoup d'inquiétudes. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Et donc, aujourd'hui, quand on regarde un certain nombre d'indicateurs au niveau international, je dirais que le Cameroun a encore de nombreux efforts à faire pour être davantage dans le haut du classement, en comparaison comme des pays comme l'île Maurice ou le Rwanda. Alors, vous avez élucidé, ou bien vous préférez ne pas parler de l'épineuse question de la corruption qui gangrène cet environnement et cette volonté ou cette obligation d'aller vers la croissance? On ne peut pas l'éluder. Je crois que quand on parle de la question de la justice, aujourd'hui, un des points, ou en tout cas un des nœuds aujourd'hui dans le fonctionnement de la justice au Cameroun, c'est la question de la corruption. C'est celle-là qui, je pense, gangrène de manière assez substantielle notre justice. Et donc, je pense que cette question de la corruption, quand on parle d'un certain nombre de lenteurs administratives, il est vrai, aujourd'hui, on devrait davantage aller vers la digitalisation d'un certain nombre de services publics, mais derrière l'outil informatique, il y a de l'homme. Et donc, il faut que cet homme-là soit armé de l'éthique nécessaire pour pouvoir délivrer les services publics où il faut et là où il faut. Donc, forcément, cette question de lutte contre la corruption, cette question de gouvernance sont centrales pour pouvoir aujourd'hui permettre de créer un environnement des affaires qui soit attractif. Alors, l'avocat des affaires que vous êtes, et peut-être vos autres confrères qui sont dans le même registre, comment il impacte cette ambition des orientations de développement? Quel rôle il joue véritablement pour donner la dimension à cette ambition de croissance, de développement, de milieu des affaires? Comment il l'impacte? Alors moi, j'ai souvent coutume de dire qu'un avocat d'affaires, c'est un conseil juridique, mais aussi un conseil stratégique des décideurs, en particulier des décideurs privés. Et donc, en tant qu'avocat d'affaires, nous accompagnons des entreprises privées, des entreprises publiques, mais aussi des gouvernements dans la structuration, le développement, le financement, la restructuration d'un certain nombre de projets, des projets clés dans un certain nombre de secteurs, que ce soit les secteurs de l'énergie, le secteur des ressources naturelles, le secteur des télécommunications. Autant de points, tout à l'heure, je parlais de l'importance des infrastructures, en disant on ne peut pas aujourd'hui passer d'une économie résiliente à une économie prospère sans infrastructures de qualité. L'avocat d'affaires, entre autres, en particulier en ce qui me concerne, travaille notamment à accompagner des acteurs qui œuvrent pour permettre à notre pays d'être doté des infrastructures nécessaires pour accompagner l'initiative privée. L'avocat d'affaires aussi, d'une certaine façon, c'est un chef d'entreprise, c'est-à-dire c'est un acteur qui recrute, qui forme, qui paye des impôts et donc qui crée également un écosystème qui permet de lutter, si on regarde, en tout cas de créer de l'emploi, de donner du pouvoir d'achat aux Camerounaises et aux Camerounais et de construire le bien-être. Et puis enfin, je pense que c'est quelque chose qui est ancré également dans le métier. Un avocat d'affaires, ça reste un avocat. Donc c'est quelqu'un qui garde aussi une dimension sociétale dans son métier, dans son activité. Et en particulier, notamment en ce qui me concerne, au sein de notre cabinet, on œuvre beaucoup sur les questions d'inclusion financière. On a travaillé notamment avec les autorités sur la mise en place des prêts d'honneur, qui sont des instruments financiers qui visent à accompagner les petites entreprises et leur accorder des financements sans intérêt. On a travaillé beaucoup aussi, notamment avec les fintech,
pour pouvoir permettre notamment la constitution d'une association camerounaise des fintech, parce que nous pensons que ces acteurs-là ont également un rôle important par les services qu'ils proposent, de transfert d'argent, les services de microfinance, de micro-assurance. Ils ont un rôle important autour de ces questions d'inclusion financière. Donc on apporte des services pro bono ou en tout cas à faible coût à ces acteurs-là pour leur permettre de se développer et de se déployer. Donc l'avocat d'affaires, c'est le conseil juridique stratégique du décideur, c'est lui-même aussi un chef d'entreprise, même si c'est une profession libérale, et c'est enfin un acteur engagé dans sa société parce que le métier d'avocat nécessite cette fibre sociale, cette fibre sociétale. Alors l'avocat d'affaires, entrepreneur, chef d'entreprise, forcément patron, en relation avec les patrons, vous avez aussi eu le privilège d'être à proximité même du cœur du patronat. Le patronat qu'on attend dans la création des richesses, la création des emplois, et donc forcément avec un gros impact espéré sur le développement de nos pays. Lorsque vous regardez le milieu des affaires aujourd'hui dans notre pays, vous qui avez été le plus jeune membre du conseil d'administration du GICAM entre 2019 et 2003, porte-parole, il faut le préciser, du président du GICAM, porte-parole, je le rappelle, vous avez vécu de près l'activité patronale. Quel est le regard que vous portez sur la capacité de ce patronat aujourd'hui à œuvrer pour le développement de notre pays et la croissance de notre économie? Alors, le changement de paradigme dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de passer de la résilience à la prospérité, suppose, si vous voulez, qu'on sorte d'une certaine logique, c'est-à-dire c'est la logique de l'État omniscient, l'État omnipotent, pour placer l'initiative privée au cœur de la démarche, en ayant la conviction que c'est l'initiative privée qui peut créer de la valeur. Et si on dit ça, ça doit nous obliger derrière à travailler à la compétitivité des entreprises. Comment est-ce qu'on fait pour travailler à cette compétitivité des entreprises? D'un côté, on a besoin d'un État qui se transforme, qui change de paradigme et qui devient un État stratège et un État facilitateur. Mais, et c'est ce que vous disiez aussi, on a besoin d'un secteur privé et donc d'un patronat qui soit un véritable partenaire de l'État dans cette démarche et dans cette entreprise. Et je crois que c'est dans cet esprit-là que je me suis impliqué au sein du patronat et qu'aujourd'hui, y compris à travers le Think Tank Dioko Alliance, j'appelle à la refondation du patronat camerounais pour avoir un patronat qui soit un véritable partenaire des pouvoirs publics. Qu'est-ce que vous avez constaté qui vous amène à pousser cette refondation, qui a d'ailleurs fait débat dans l'espace public? On ne va peut-être pas revenir sur un certain nombre de chamboulements, mais cela fait écho. Alors, je vais prendre trois sujets. Le premier axe de la refondation, c'était de dire qu'il nous faut un patronat aujourd'hui qui soit un patronat plus inclusif. Plus inclusif, c'est quel type d'inclusion? Déjà, c'est une inclusion géographique. Aujourd'hui, notre patronat, donc l'ensemble des organisations patronales, aujourd'hui, ont des entreprises, pour l'essentiel, qui sont basées à Douala et Yaoundé. Pourtant, nous avons de belles entreprises qui sont en Gandéré. Nous avons de belles entreprises à Garoua, à Bouéa, à Bertois. Nous devons les intégrer dans notre patronat. Un patronat qui doit travailler aussi à davantage d'inclusion sectorielle. On a trop défini aujourd'hui nos économies comme des économies extraverties où sur le terrain, on n'a que des commerçants qui font de l'import-export. Aujourd'hui, on veut parler industrialisation, on veut devenir un géant agro-industriel. La transformation. Il nous faut un patronat qui est des industriels, un patronat qui est des agriculteurs, un patronat qui est davantage de professions libérales. On en parlait, j'en parlais tout à l'heure. Donc, il faut cette inclusion sectorielle. Il faut aussi une inclusion catégorielle. C'est-à-dire qu'un patronat, ça ne peut pas être uniquement les grandes entreprises ou les multinationales. Il faut davantage de PME, de très petites entreprises et même une réflexion autour du secteur informel. Le secteur informel, c'est 95% de notre économie. Comment est-ce qu'on peut parler d'économie sans avoir ces 95% autour de la table? Donc, le nouveau patronat ou ce patronat refondé doit être davantage inclusif. Il doit aussi être davantage collaboratif. Je parlais tout à l'heure de la nécessité de collaborer avec l'État. L'État ici n'est pas uniquement entendu comme l'État central, on est dans une logique de décentralisation. Donc on veut un patronat aussi qui soit en mesure de travailler avec les régions, de travailler avec les communes, un patronat qui soit en mesure de travailler avec les autres organisations de la société civile,
parce que ce soit, on parlait tout à l'heure des think tanks, on peut parler aussi des associations de consommateurs, on peut parler de la presse, ce sont un ensemble d'acteurs qui participent aussi trouver leur place dans cette dynamique patronale. Exactement. Et puis enfin, un patronat qui doit travailler avec les universités. Le capital humain que nous devons bâtir, c'est un capital humain qui va demander un véritable alignement entre l'État, le patronat et les universités pour que véritablement nous ayons cette jeunesse-là qui soit formée et qui soit capable de davantage créer de la richesse. Et puis enfin, je terminerai par là, un patronat qui soit aussi un patronat innovant. Vous évoquez un certain nombre de sujets, beaucoup d'entreprises s'interrogent. Je suis adhérent de telle ou telle association patronale, qu'est-ce que cela m'apporte concrètement ? Un patronat doit pouvoir proposer des services. Et aujourd'hui aussi, l'expérience montre que les entreprises ont besoin de nouveaux services. Elles ont besoin notamment de mutualisation, de pouvoir mutualiser leur capacité de production, leur capacité de distribution, de commercialisation. Elles ont besoin de faire du vrai réseautage d'affaires pour pouvoir rencontrer des partenaires, faire des voyages d'affaires. Elles ont aussi enfin besoin de renforcement de capacités, non pas uniquement pour les patrons, mais pour ce middle management. Parce que les chefs d'entreprise ont besoin de ne pas être seuls, dans leurs entreprises et d'avoir ce middle management qui permet de supporter. Donc, c'est ce patronat refondé, davantage inclusif, davantage collaboratif et davantage innovant qui sera un partenaire crédible et légitime de l'État dans cette transformation économique que nous appelons de nos voeux. Alors, avant le deuxième arrêt de cette émission, vous avez quand même fait 4 ans au conseil d'administration du GICAM. Vous étiez le porte-parole du président, qui d'ailleurs a été porté à la tête de la transformation du GICAM en GECAM. On pourrait vous poser la question de savoir ce que vous avez fait durant ces 4 années. Est-ce que vous avez réussi à faire bouger les lignes ou, comme le pensent quelques-uns, vos propositions avaient plus une coloration électorale au moment où des enjeux de positionnement se déroulaient au niveau de la mutation ou de la transformation du GICAM? Je l'ai dit, mon implication au GICAM visait à pouvoir œuvrer à cette refondation du patronat et notamment travailler à ce changement de paradigme et à la compétitivité de nos entreprises. Pendant que j'ai été impliqué, j'ai travaillé sur un certain nombre d'initiatives. Je vais en prendre quelques exemples ici. La première, notamment, c'est toute la réforme du dialogue public-privé au Cameroun et notamment le constat de ce que le Cameroun Business Forum peut ou a pu apparaître à certains égards comme de la cosmétique événementielle sans apporter véritablement les résultats qui sont attendus en matière d'évolution de l'environnement des affaires. N'est pas un peu forte, une espèce de cosmétique événementielle? Il faut regarder les chiffres de l'environnement des affaires au Cameroun. Ils parlent d'eux-mêmes. Et donc, la question, c'est comment on fait pour faire évoluer ça. Et donc, notamment, une des propositions, c'était d'avoir un cadre de dialogue public-privé qui soit davantage inclusif, donc qui permette de mettre autour de la table, non pas uniquement, parce que souvent, aujourd'hui, on met davantage les chambres de commerce et pas les organisations patronales en avant, donc qui soit plus inclusif, qui soit plus concerté. Ça veut dire que les discussions doivent porter sur un agenda qui est convenu entre l'État et le secteur privé et qui soit plus consensuel, c'est-à-dire que sans retirer notamment aux décideurs publics son rôle finalement de décideur, mais qu'il y ait vraiment un consensus autour des recommandations et du suivi de leur mise en œuvre. Donc c'est une proposition qui a été faite. Dans le cadre du GICAM, j'ai aussi travaillé, j'ai présidé la task force qui a donné lieu à la mise sur pied d'un code de bonne gouvernance des entreprises qui est le premier code de bonne gouvernance des entreprises en Afrique centrale et qui permet aussi, l'idée c'était de permettre aux entreprises, en particulier les PME, d'avoir une boussole finalement dans la trajectoire vers la compétitivité parce qu'on s'est rendu compte que le vrai obstacle aujourd'hui à la compétitivité des entreprises, ce n'est pas d'abord le manque de financement, c'est la gouvernance. Parce qu'une bonne gouvernance vous permet d'avoir les financements, d'accéder aux financements nécessaires. Donc ce code vient vraiment servir comme une boussole. Une troisième initiative encore, si je peux la prendre, c'était la mise sur pied du cercle des jeunes dirigeants du GICAM, avec la nécessité aussi de permettre aux jeunes dirigeants de notre pays d'avoir droit de cité, mais surtout d'avoir un espace d'échange, de transmission avec les aînés et de se préparer d'une façon ou d'une autre aussi à pouvoir exercer des responsabilités dans les entreprises et dans le patronat.
Une dernière initiative également, c'est l'opérationnalisation du centre de développement de la PME du JICAM. Parce que quand j'intègre le JICAM, il y avait déjà cette idée de créer un centre de développement de la PME, mais ce centre n'était pas encore opérationnel. Et j'ai travaillé, notamment à l'époque avec le chef de centre de développement de la PME, à opérationnaliser ce centre et lui permettre de proposer un certain nombre de services d'accélération, de services de formation, de services d'information à destination des PME camerounaises. Donc voilà quelques-unes des initiatives que j'ai eu le plaisir de mettre en œuvre et qui, de mon point de vue, œuvrent de manière concrète à la compétitivité de nos entreprises. On vous demandera peut-être avant le thème de cette émission, quelle est la relation que vous gardez avec le JICAM désormais, après le passage du JICAM. Le temps pour nous de prendre le deuxième arrêt de cette émission. Nous avons coutume de donner la parole à quelques confrères qui vont vous poser des questions et tout juste après, vous allez certainement répondre et nous allons continuer avec cet entretien. De Célestin Monga en 88, en passant par le JICAM, ce qui était encore JICAM, il y a eu plusieurs écrits qui ont demandé qu'on s'appesantisse sur l'industrialisation. Et au niveau de Oko-Alliance, il y a une production récente de 20 propositions de Oko-Alliance pour développer le Cameroun. Ça fait plusieurs idées qui se mélangent, qui se complètent sans doute. Mais pour vous, où est-ce qu'il y a problème? Est-ce que c'est le manque d'engagement au niveau des politiques? Est-ce que c'est le manque d'initiatives privées pour passer des idées aux actes qui pourraient donner plus de notoriété, plus de contenu à notre industrie? Concrètement, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on passe des productions qui sont faites par vos experts aux réalisations sur le terrain? Au Cameroun, on a déjà essayé avec plusieurs acteurs de l'opposition politique. Là, je parlais des questions politiques. Mais on a le sentiment que le secteur privé, les hommes d'affaires, contrairement aux États-Unis où Donald Trump prêtera serment le 20 janvier prochain, contrairement à un Emmanuel Macron qui vient pratiquement des milieux d'affaires, contrairement à un Patrice Talon qui vient également des milieux d'affaires, chez nous, on a le sentiment que dès qu'on dit politique, les hommes d'affaires se rétractent ou du moins s'engagent avec moins d'engouement. Qu'est-ce qui peut justifier cette réticence selon vous? Quel est votre avis sur la crise qui traverse le barreau camerounais dont l'élection du Conseil de l'ordre vient d'être reportée? Maître, je voudrais savoir, quand on parle d'avocat d'affaires que vous êtes, est-ce qu'un avocat d'affaires au Cameroun vit de son art? Est-ce que vous vivez de votre profession d'avocat? Voilà, deux confrères à qui nous avons tendu le micro pour cette autre édition de votre magazine En toute franchise, Maître Jacques Jonathan Niam. Nous allons peut-être commencer par la dernière, cette interrogation de Lidovi Njilo, qui voudrait savoir si vous vivez de votre art. L'avocat d'affaires vit-il de son art? C'est vrai que nous sommes aujourd'hui dans un contexte où on a davantage ce sentiment peut-être d'une forme de paupérisation du métier d'avocat. Qui peut être aussi dû justement à ce contexte assez préoccupant que j'évoquais tout à l'heure autour du fonctionnement de la justice. Et c'est vrai, ça interpelle, ça pose un certain nombre de problématiques, mais qui ne touchent pas que le métier d'avocat. Je pense que la question pourrait être étendue à un ensemble d'autres professions. Mais particulièrement dans le métier d'avocat et aussi, d'une certaine façon, peut-être le métier d'avocat d'affaires, c'est-à-dire un avocat qui est peut-être davantage engagé autour du conseil auprès des entreprises,
sur un certain nombre de questions qui sont liées à la vie des affaires. Je pense que les opportunités existent. J'ai souvent coutume de dire à mes étudiants que le Vous métier... êtes peut-être un peu trop modeste. Que le métier d'avocat modeste, non, parce que je regarde la chose dans son ensemble. Je pense que je regarde le contexte. L'idée, ce n'est pas de savoir s'il y a 1 ou 5 ou 10 avocats d'affaires qui s'en sortent, mais c'est de voir comment est-ce que, de manière générale, le métier d'avocat d'affaires peut être porteur d'opportunités. Et moi, je dis oui, parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on parle d'enjeux de transformation économique, quand on parle d'industrialisation, forcément, l'avocat d'affaires sera au centre pour accompagner les entreprises. Donc aujourd'hui déjà, les opportunités existent puisqu'on a quand même un certain nombre d'entreprises qui opèrent dans notre pays. On a des opportunités économiques qui tendent à se créer. Les difficultés, effectivement, sont plutôt liées à celles de l'environnement des affaires qui parfois peuvent donner le sentiment que l'avocat, je ne vais pas dire ne sert à rien, mais n'a pas forcément une utilité. Parce que quand le client est confronté à le client, qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche de la sécurité de ses investissements. Et l'avocat est là pour lui apporter cette sécurité et donc lui permettre de gérer tout le risque autour. Mais quand l'environnement est incertain, quand la justice fonctionne parfois de façon imprévisible, quand les interactions avec les administrations peuvent être teintées de lenteur ou parfois, comme vous avez évoqué, d'un certain nombre d'éléments bloquants, le client peut se demander... En somme, quand le droit n'est pas mis au centre. Exactement. D'où je vous disais plutôt que mon engagement en tant qu'avocat, c'est justement que le droit soit un véritable levier de transformation de la société. Donc oui, le métier d'avocat d'affaires est un métier qui a encore de l'avenir dans notre pays. C'est pour ça que j'encourage tous les jours mes étudiants à aller dans cette voie. Alors, en très peu de mots, votre regard sur les difficultés autour du renouvellement du Conseil de l'ordre des avocats au Cameroun? Alors, je pense qu'aujourd'hui, et je le disais tout à l'heure, nous appelons de tous nos voeux à un changement de paradigme dans l'action publique. Mais ce changement de paradigme dans l'action publique ne doit pas nous faire oublier aussi la responsabilité qui est la nôtre dans la société civile de nous réinventer. Et aujourd'hui, je crois, on le constate. Vous évoquiez tout à l'heure les organisations patronales. On peut parler d'un certain nombre d'ordres professionnels. Ça a été le cas aussi à un certain moment de l'ordre des médecins. On voit bien que la société civile est confrontée aussi à un certain nombre de défis en matière de gouvernance. Et donc, je pense que c'est ces défis-là aujourd'hui qu'il faut pouvoir affronter, non pas uniquement en apportant des réponses à court terme, mais en ayant, si vous voulez, le courage de pouvoir se réinventer. La profession d'avocat, aujourd'hui, elle est réglementée depuis 1990. Vous imaginez bien que le métier a évolué. Vous imaginez bien que même, j'allais dire, les acteurs aujourd'hui qui sont dans cette profession ne sont plus les mêmes, ne sont ni en quantité et parfois peut-être en qualité, ça peut être en meilleure qualité. Et donc, même les instances qui ont été pensées pour les représenter doivent évoluer. Beaucoup de gens aujourd'hui, par exemple, se prononcent sur le fait est-ce qu'il ne faut pas décentraliser les barreaux? Est-ce qu'on ne doit pas un barreau par région, etc. Donc moi, je crois qu'il ne faut pas regarder les difficultés du renouvellement du Conseil de l'ordre, pour moi, qui ne sont qu'un symptôme. Il faut regarder aujourd'hui la nécessité de pouvoir, de la même manière, refonder ou réinventer la profession d'avocat. Depuis, je dirais, 1990, ça fait quasiment 35 ans. Je crois que le métier a évolué. Il a besoin d'un nouveau souffle. Il faut un nouveau souffle. Alors, Aloïs Onana s'inquiète un peu de ce que les hommes d'affaires ne veulent véritablement pas s'engager, en tout cas en front office, sur le champ politique. Et puis, en deuxième lieu, de votre point de vue, qu'est-ce qu'il faut pour passer de cette économie de consommation à une économie de transformation industrielle? Alors, sur la première question, je vais y répondre, je dirais, à travers deux volets. Le premier, c'est que, effectivement, on peut appeler à davantage d'implication du secteur privé dans le monde public, dans la politique. Comme on peut aussi, et ça parfois on le fait, on appelle aussi parfois les acteurs publics à une meilleure connaissance et parfois même à une implication dans le secteur privé pour pouvoir avoir une bonne compréhension de ce que c'est que la création de valeur, de ce que c'est que pouvoir bâtir une usine, de ce que c'est que pouvoir lutter contre les défis en matière d'électricité. Ça, ce sont effectivement des enjeux qui sont clairs. Aujourd'hui, en revanche, moi, ma question et l'engagement qui m'interpelle, c'est de savoir comment, en tant qu'acteur de la société civile, on peut contribuer
à la transformation de notre société sans justement nécessairement avoir besoin de faire ce pas. Je pense aujourd'hui que le monde est en train d'évoluer. Aujourd'hui, vous voyez bien à travers le monde, on remet en cause notamment ces modèles un peu de démocratie dite représentative, où on remet en cause la légitimité des élus et même celle des partis politiques. Et on s'interroge comment est-ce qu'on peut aller vers une gouvernance qui est plus participative, qui remet le citoyen au centre de l'équation. Et donc derrière, le citoyen, c'est la société civile. Donc moi, je crois que la question aujourd'hui, c'est davantage comment, en étant acteur de la société civile, sans avoir à devenir acteur politique, on peut contribuer à la formulation, à la décision, à la mise en œuvre, au suivi des politiques publiques. Et je crois que c'est ça, c'est ce point-là qui doit nous interpeller et qui justifie aujourd'hui mon implication. Sur la question de l'industrialisation, tout à l'heure, je pense que, on l'a dit, le vrai sujet aujourd'hui, c'est ce changement de paradigme. Si on arrive à faire ce changement de paradigme, on passe de la résilience à la prospérité. Derrière, ça va avoir un certain nombre d'implications. La première, je l'espère, si on s'accorde sur ce que l'industrialisation se fait par l'initiative privée, parce que c'est l'entrepreneur qui crée de la valeur, qui produit de la richesse, ça veut dire qu'on aura un dialogue public-privé qui sera plus efficace, plus fructueux. Ce dialogue public-privé plus efficace, plus fructueux va permettre d'accélérer le rythme des réformes. Parce qu'aujourd'hui, la question c'est, nous avons des projets. Ces projets, quand ils vont être mis en œuvre, le besoin aura déjà augmenté. Que ce soit en matière d'électricité, que ce soit sur un certain nombre d'autres sujets, parce que nous avons une population qui n'est pas à périmètre constant, qui évolue. Donc le rythme des réformes doit pouvoir s'accélérer et on doit pouvoir, de la même manière aussi, prioriser. Le Cameroun se positionne comme un géant agro-industriel. Donc ça veut dire que si on parle d'industrialisation, on doit davantage mettre l'accent sur la création de clusters qui permettent de favoriser cette agro-industrialisation. Et donc derrière, va se poser la question, quelles sont les filières prioritaires de cette agro-industrialisation? Est-ce que nous aurons le courage d'aller vers des filières endogènes, comme par exemple la transformation de manioc, qui peut permettre d'avoir des produits à forte valeur ajoutée, non seulement dans le pays, mais aussi à l'international? Ou est-ce qu'on souhaitera commencer peut-être par des produits qui aujourd'hui sont parfois considérés un peu comme le résultat de ce qui était à l'époque des économies de rente, c'est-à-dire la transformation des produits café, cacao, etc. Ce sont des choix qui doivent être faits. Donc, je pense que cette industrialisation, elle demande déjà de changer de paradigme, elle demande ensuite d'avoir un dialogue public-privé qui soit fructueux, qui permette d'accélérer le rythme des réformes. Elle demande aussi ensuite à ce que nous définissions des filières prioritaires en matière d'agro-industrialisation, puisque c'est le choix que nous avons fait, qui va permettre d'orienter le capital humain, d'orienter le capital financier et même le capital naturel vers ces efforts-là. Et j'imagine bien ensuite la bonne gouvernance avant tout. Bien évidemment, je pense que c'est un élément qui est central et sans lequel, si vous voulez, on ne peut pas déboucher sur des résultats qui soient probants. Mais cette bonne gouvernance, elle se construit à travers la redevabilité. La redevabilité de l'acteur public, qui se fait pas uniquement au moment de l'élection, elle est constante durant toute la durée du mandat, mais la redevabilité aussi de l'acteur privé, qui, en tant que citoyen, en tant qu'acteur de la société civile, doit se demander chaque jour comment est-ce que je contribue à la transformation durable de mon pays et de ma société. Alors, avant de sortir de cet entretien, on pourrait passer des heures et des heures avec vous, qu'on aura toujours à redemander sur certains aspects de l'environnement économique, des affaires, du droit. Les propositions que vous venez de faire à l'instant font partie d'un certain nombre que vous faites justement dans le Think Do Tank The Aquarians. Et on a envie de se poser la question, qu'est-ce qui se cache derrière cet activisme, j'allais dire cette activité intense de The Aquarians à travers toutes ces propositions qui donnent l'impression d'avoir affaire à un projet de société? Si vous voulez, l'objectif de The Aquarians, c'est ce changement de paradigme, c'est-à-dire c'est de replacer l'humain, replacer le vivant au cœur de la société. Et donc, notamment, de travailler à cette transformation durable du Cameroun que nous voyons, pour nous, s'expliquer à travers ou se matérialiser à travers un certain nombre de piliers, l'employabilité, l'éco-responsabilité, la redevabilité dont on parlait tout à l'heure, les questions d'inclusion, notamment de genre ou même des personnes vulnérables, mais aussi, si vous voulez, l'endogénéisation de la réflexion et de l'action autour d'un certain nombre de propositions
et de projets qui valorisent en particulier nos savoirs traditionnels, nos savoirs endogènes. Donc, c'est cette réflexion et cette action autour de la transformation durable que Dioko Alliance aujourd'hui veut, si vous voulez, promouvoir, autour de laquelle elle veut mobiliser les énergies et engager les décideurs publics et privés. Donc, c'est une réflexion, c'est une proposition d'une vision d'un Cameroun qui soit plus fier, qui soit plus prospère et qui soit solidaire, autour de laquelle nous voulons co-construire avec les décideurs, qu'ils soient privés ou publics. On a comme vu derrière cette prise de parole une ambition personnelle qui, on l'a compris, n'est forcément pas politique, mais un engagement sur le plan de la société civile qui voudrait repenser ou redynamiser le mindset de nos sociétés. Jacques-Jonathan Nieb, merci d'avoir répondu à notre sollicitation et à notre invitation. Merci beaucoup, M. Ndobo. Merci encore de m'avoir invité. Madame, Monsieur, c'est sur ces propos de notre invité que nous mettons un thème à cette autre édition de votre programme En toute franchise. Jacques-Jonathan Nieb, j'allais dire Maître Jacques-Jonathan Nieb, parce que c'est bien mérité, était notre invité. Nous avons fait un parcours sur son projet à travers le Think Do Tank de Coalliance, mais aussi son engagement en tant que membre actif de la société civile, avocat d'affaires, éminent avocat d'affaires, qui a fait ses preuves à la fois à travers son parcours, son engagement, mais aussi à travers un certain nombre de fonctions qu'il a occupées au sein du groupement patronal interpatronal du Cameroun. Il nous a accordé en toute franchise sa vision, son regard sur le milieu des affaires et sur les perspectives du Cameroun en matière d'industrialisation, mais aussi du passage de la résilience à la prospérité. Merci de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous pour une prochaine édition avec un autre invité et ce sera toujours en toute franchise.